Je suis vraiment très, très honoré d'être ici aujourd'hui, en votre présence. Donc, le bouddhisme et les neurosciences. On a beaucoup parlé de ce sujet depuis une vingtaine d'années. Et on a souvent entendu dire que le bouddhisme était en fait une religion scientifique. Que là, il y avait une science, le bouddhisme est une forme de science contemplative. Donc, je vais peut-être, comme vous allez le voir, critiquer ce point de vue, mais je vous donne tout de suite une idée de ce que j'ai à l'esprit. Donc là, c'est quelque chose que c'était pour une autre conférence, ne vous inquiétez pas de ça. Monsieur Bonheur, il s'agit d'un moine français, mais disciple du Dalai Lama, que vous connaissez sans doute, parce que ses ouvrages se trouvent vraiment partout. Mathieu Ricard, pour ne pas le nommer, qui, il y a quelques années, déjà pas mal de temps, avait été invité à se soumettre à des IRM, l'imagerie fonctionnelle, pour montrer les effets de la méditation sur le cerveau. Et on avait trouvé que son cortex, la partie antérieure du cerveau, la partie gauche, je crois, était plus développée que la moyenne. Et donc, sur la base de cette expérience, avec une expérience avec une seule personne, on en a déduit que le bouddhisme était peut-être la religion du bonheur, parce qu'apparemment, cette région du cerveau, du cortex, est reliée à des états mentaux positifs. Lui-même s'en est excusé. Il m'a écrit il n'y a pas très longtemps pour me dire, en fait, je ne me rendais pas compte. Les journaux se sont emparés de cette expérience, mais je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mais ceci dit, dans la presse de vulgarisation scientifique, et même dans la grande presse, c'est devenu Monsieur Bonheur. En France, on l'appelle Monsieur Bonheur. Enfin, on l'appelait, je ne sais pas si c'est le cas. Et effectivement, il a l'air assez heureux, assez bien nourri. Donc, ça donne cette impression. Là, vous le voyez, il est avec la personne qui a fait les expériences, on le voit donc, avec des électroencéphalogrammes. À l'époque, il n'y avait même pas une IRM, c'était des électroencéphalogrammes. Donc, il montrait que quand il entrait en méditation, il y avait les ondes de son esprit étaient plus calmes. Il y avait donc une espèce de sérénité produite par la méditation. Donc voilà. Enfin, je vais passer assez vite, de toute manière. Alors là, maintenant, c'est un personnage un peu différent. C'est l'analyse de mon propre cerveau. J'avais fait partie, il y a quelques années, d'une expérience sur l'olfaction. Et j'ai très peu de... Je sens très mal les odeurs, donc je n'étais pas un très bon sujet. Mais en tout cas, un de mes amis scientifiques, qui est assez important, a fait cette expérience. Là, ce que vous ne pouvez pas voir, toutes ces lignes, ce sont en fait des fonctions cérébrales. 404 fonctions cérébrales. Sur la base une demi-heure d'IRM, on a trouvé mon cerveau, comment mon cerveau réagissait dans tous ces domaines. Et certains de ces domaines, ce sont des rubriques, des catégories un peu fourre-tout. C'est-à-dire, vous allez le voir, il y en a qui sont très concrètes, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je parle, ou quand je prends le micro, ou quand je bois. Mais il y a aussi des fonctions beaucoup plus abstraites. Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis... Vous allez voir, je vous donne par exemple, voilà, c'est mon cerveau, enfin c'est un cerveau générique, mais ce sont les zones de mon cerveau en vert qui s'illuminent pour certaines fonctions. Par exemple, ici, c'est fonction, là ça paraît très, perception du mouvement de la langue. Quand je parle, voilà, mon cerveau en ce moment est en train de s'illuminer de cette manière. Donc ça me paraît tout à fait, c'est assez impressionnant. Je veux dire, la technologie est incroyable. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est pas la peine que j'entre dans les détails, mais le tenseur de diffusion. Là, voyez, déjà, ça me paraît plus problématique. Mon cerveau,
comment je ressens le bonheur. Vous voyez, alors, les zones du cerveau qui sont reliées, on voit les mouvements entre une zone du cerveau et une autre. Donc, vous voyez, les traits rouges montrent comment différentes régions du cerveau sont reliées et comment j'éprouve le bonheur. Bon, déjà, ça me paraît plus problématique. Alors, raisonnement. Alors là, pour moi qui me croyais être très raisonneur, je suis philosophe. Là, ça m'avait un peu surpris quand même. Dire vraiment, je n'ai pas beaucoup de réactions. Mon cerveau ne fonctionne pas très fort quand il s'agit de raisonner. Bon, vous allez voir, ça devient encore pire. Sentiment religieux. Bon, je ne suis pas très religieux en fait. J'étudie la religion, mais d'un point de vue tout à fait objectif, relativement objectif. Bon, mais à la rigueur, je pourrais comprendre. Self-reflection. Alors là, cerveau mort. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Donc là, quand même, j'étais un peu surpris, un peu déçu. Bon, c'est vrai que peut-être j'ai pas beaucoup d'introspection, mais quand même, j'ai pratiqué la méditation aussi pendant un certain temps. J'aurais espéré mieux. Appréciation de l'humour. Alors là, effectivement, je croyais. Alors là, regardez bien. Appréciation de l'humour, là, cerveau mort, là encore, pas de réaction. Par contre, compréhension de l'humour, là, ça marche bien. Alors là, je dis quand même, c'est l'un ou l'autre. Soit j'apprécie pas l'humour, mais je vois pas très bien comment je peux le comprendre. Enfin, soit je comprends l'humour plutôt, et je vois pas très bien pourquoi je ne l'apprécie pas. Enfin, il me semblait qu'il y avait une contradiction. Je montre que certaines photos parmi d'autres, mais il y avait beaucoup comme ça de fonctions qui me semblaient se contredire. Et donc, dans un cas, ça marchait, dans l'autre cas, ça marchait pas. C'est quand même bizarre. La technologie est vraiment très, très forte, mais l'interprétation me paraît problématique dans bien des cas. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Oui, encore. Traitement de l'ironie. Donc, on a l'impression en quoi c'est différent. Appréciation de l'humour, traitement de l'ironie, compréhension de l'humour. Tout ça me paraît assez semblable quand même. Je ne vois pas très bien comment le cerveau réagit si différemment dans tous ces cas. Voilà, bon. Je n'entre pas plus dans les détails, il y avait d'autres choses que j'ai pu montrer. Mais maintenant, je passe à ce qu'on appelle en anglais mindfulness, et qu'on traduit en français par la pleine conscience. Hein, donc vous savez, peut-être certains d'entre vous la pratiquent, j'espère que vous ne serez pas offensés par mes remarques. Bon, ça, je trouve ça assez drôle. Hein. What do we want? Mindfulness. When do you want it now? Donc on voit des moines en train de manifester pour la pleine conscience. Bon, et on voit donc ça ici, Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de ce mouvement qu'on a appelé la Mind-Based Stress Reduction, réduction de la tension, hein, du stress par la pratique de la méditation. Donc vous voyez, il a l'air tout à fait serein et concentré, rien à dire, disons. Et alors évidemment, cette mindfulness est devenu tellement populaire qu'on a développé tout un tas d'applications sur portable ou ordinateur pour méditer. Vous voyez, par exemple, application pour le iPhone. C'est toujours en général de jeunes femmes qui montrent, enfin des fois les jeunes hommes aussi, comme vous voyez. Mais là. Alors là... quelqu'un, un moine qui expliquait à un autre, voilà, c'est une application Internet sans fil, mobile. Avec ça, tu peux follow your bliss. Là, c'est une expression qu'on trouve souvent dans le bouddhisme en anglais. Follow your bliss, ça veut dire vraiment fais ce qui te convient le mieux, hein, ce qui vraiment te rend heureux. Et en même temps, you can get the score of the game. Tu peux en même temps avoir les résultats du match de baseball ou de rugby, etc. Donc vraiment une application multifonctionnelle. Vous pouvez à la fois méditer et avoir les résultats du dernier match. Bon. Même chose, vous voyez, alors ça c'est un GPS zen. Donc, qui vous explique comment, voilà, follow your bliss. Après on vous dit l'obstacle c'est la voie, donc si tu as des problèmes, c'est ça qui t'aide. Et si tu le cherches à l'obtenir, tu t'en détournes. Donc vraiment, là encore, ne pas vouloir obtenir trop vite. On vous dit souvent ça, la méditation. Si vous voulez obtenir l'éveil, vous n'y arriverez pas. C'est comme si vous êtes insomniaque et que vous voulez dormir. Plus vous voulez dormir, moins vous avez de chances d'y arriver. Hein, donc c'est un peu l'idée. Bon, c'est des choses zen assez standards. Voilà, donc. Et alors, une application très, très
très à la mode, disons. Le fondateur de cette application, l'inventeur, est devenu ultra-millionnaire très vite. Ça s'appelle Headspace, donc l'espace intérieur, l'espace dans la tête. Donc faire le vide en soi. Voilà, Headspace. Alors, vous voyez, ça vous donne par exemple, ça c'est une des choses que vous voyez quand vous pratiquez cette application. Voilà, vous mettez votre doigt sur la petite tête souriante pendant 30 secondes pour vous calmer. Voilà, il y a plein de des petits exercices comme ça, très simples, à la limite presque, enfin, ce qui paraît un peu stupide à première vue, mais ça marche très bien. Ou bien voilà, arrêtez, respirez et pensez. Alors c'est une autre application qui s'appelle Stop, Breathe and Think. Arrêtez, pensez, respirez très fort au milieu d'une situation un peu tendue. Vous vous arrêtez soudain, vous êtes en train de vous quereller avec votre femme ou votre mari. On s'arrête, on respire. Voilà, et on pense. Bon, il n'y a pas besoin vraiment, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'une application pour ça, mais peut-être ça peut aider. Voilà, donc on pratique. Alors, on voit souvent cette image. En fait, les bouddhistes ne méditent pas du tout comme ça. C'est une position du yoga. Mais bon, tout est un peu mélangé. Voilà, vous voyez, c'est très à la mode. Par exemple, là. Respirez profondément, réfléchissez sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voilà, donc essayez de trouver un état d'esprit positif. Bon, et on peut faire ça évidemment au travail, vous voyez. Bon. Ou bien au gym, en s'entraînant au gymnase. Voilà, vous marchez en regardant l'image d'un moine qui vous guide comment voilà. Donc, alors, comme la mindfulness est devenue très à la mode, on a comparé ça au McDonald's. Donc, il y a eu un de mes collègues a fait un article où il critiquait ce qu'il appelle la Mac Mindfulness. Et ça a pris. John Kabat-Zinn lui-même a été obligé de répondre en disant voilà, c'est pas du tout ce que nous faisons, mais c'est un terme un peu dérogatoire qui a eu du succès. Et nous retrouvons donc M. Bonheur avec son iPad. Alors j'ai pris quelques images pour montrer à quel point le iPad est devenu omniprésent dans même chez les moines. Vous voyez les moines thaïs ou birmans ou tibétains, même des... Voilà. Et à la fin, on a un moine qui demande à un autre, est-ce que tu crois qu'on devrait abandonner, rejeter tout ça, mettre tout ça à la poubelle et se retirer pour une vie de consumérisme mindless. Alors, évidemment, c'est le contraire de mindful, consumérisme idiot. Décérébré. Décérébré. Décérébré, en gros, voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous en dire plus longtemps. Alors, pour ceux que ces images auraient pu laisser perplexes, je vais commencer là, donc à lire mon papier, en renvoyant à un livre d'un de mes collègues et amis, Donald Lopez, qui a fait ce livre, petit livre très lisible, très bien informé sur le bouddhisme et la science, et donc sous-titre un guide pour les gens qui sont perplexes, qui se demandent à quoi ça rime tout ça. Voilà, et donc on se termine là avec ça. Donc comme l'a montré Donald Lopez, la question de la compatibilité entre le bouddhisme et la science a été soulevée dès la fin du XIXe siècle. Depuis lors, les interlocuteurs du soi-disant dialogue entre le bouddhisme et la science ont changé à plusieurs reprises, mais les arguments avancés de part et d'autre sont restés essentiellement les mêmes. Du côté bouddhiste, à partir des années 1980, le bouddhisme tibétain, grâce aux vagues successives d'émigration des Tibétains en exil et surtout grâce au charisme souriant du Dalai Lama, a remplacé le zen comme principal interlocuteur du côté bouddhiste. Jusqu'en 1980, depuis les années 1930 à 1980, en gros, l'essentiel des pratiquants bouddhistes en zen avait 2 méthodes. Il y avait le zen et le vipassana, une forme de bouddhisme birmane, mais adapté au monde moderne.
À partir de 1980, c'est vraiment le zen, c'est vraiment le bouddhisme tibétain qui a pris le dessus. Mais pour devenir compatible avec la science, le bouddhisme a dû se moderniser en éliminant de son discours des pans entiers de sa doctrine traditionnelle. Du côté scientifique, l'émergence à la même époque des neurosciences comme discours de référence, après le paradigme biologique et génétique, a également conduit à des changements importants. Si les neurosciences s'inscrivent dans la continuité des sciences biologiques, leur focalisation sur le cerveau leur a donné le droit de s'intéresser à ce qui était auparavant l'apanage du bouddhisme, à savoir l'esprit. Les bouddhistes ont donc été contraints de redéfinir leur position dans ce domaine. Et c'est ce que le Dalai Lama a fait avec l'aide de certains scientifiques occidentaux comme le regretté Francisco Varela, un éminent biologiste qui est mort très jeune malheureusement. Depuis les années 1980, à l'initiative du Dalai Lama et de Varela, une tentative intéressante de dialogue a eu lieu entre le bouddhisme et les sciences, notamment les neurosciences, dans le cadre des conférences du Mind and Life Institute, MLI, l'Institut pour l'esprit et la vie. Presque 40 ans plus tard, c'était dans les années 80, donc presque 40 ans plus tard, il est temps de faire le point sur ce dialogue et de se demander pourquoi, malgré toutes les bonnes volontés, il n'a pas porté plus de fruits. Au-delà du cadre particulier du MLI, Mind and Life Institute, il convient de s'interroger sur les raisons profondes qui ont conduit à cette apparente impasse, en particulier sur les non-dits épistémologiques et idéologiques d'un tel dialogue entre guillemets. Le dialogue, trop marqué par sa volonté de convergence, devrait se transformer en un débat qui ne craint pas d'examiner les divergences. À trop vouloir des convergences, on a oublié qu'il y a aussi beaucoup de divergences. Pour ce faire, il importe d'abord de remettre en cause les préjugés des uns et des autres, puis d'élargir la discussion en introduisant de nouveaux interlocuteurs. D'autres représentants du bouddhisme, d'autres que le bouddhisme tibétain, et d'autres courants de pensée occidentaux, tels que la philosophie analytique, la phénoménologie et la neurophénoménologie de Varela. Varela a essayé de mettre ensemble les neurosciences et la phénoménologie dans ce qu'il appelle la neurophénoménologie. Il est également nécessaire d'examiner de manière critique ce que j'appelle le néo-bouddhisme et son avatar séculier, la pleine conscience, mindfulness. Enfin, il faut aborder ce que certains considèrent comme le problème majeur, à savoir la conscience et l'approche de l'esprit, l'approche de l'esprit à la première personne, par opposition à l'étude scientifique et neuronale du cerveau. Il est enfin nécessaire d'examiner, avec un regard neuf, certains thèmes présentés, parfois un peu rapidement, comme des indices d'une convergence entre le bouddhisme et les neurosciences. En particulier, les questions du moi et du non-moi, du déterminisme moral et de la liberté, et plus largement de l'éthique. Quelle éthique reste-t-il lorsque l'on rejette toute transcendance, donc quand on prend une approche naturaliste, et que l'on affirme, comme le font le bouddhisme et les neurosciences, que le moi est une illusion et que nous sommes déterminés neurologiquement ou karmiquement, par notre karma, soit par notre cerveau, soit par notre karma, selon les bouddhistes. En conclusion, je reviendrai sur le problème de la nature idéologique de ces mouvements de pensée, ainsi que sur celui du dialogue qui a été recherché entre eux. Ce faisant, j'espère simplement contribuer à clarifier les termes d'un débat
qui reste pour l'essentiel à faire. Le dialogue n'a pas réussi, mais le débat est toujours possible et il est important. Je parle maintenant, je dis quelques mots de ce qu'on a appelé la science contemplative. On dit souvent que le bouddhisme est, comme la science, expérimental et que les connaissances qu'il produit sur le monde physique sont fondées sur 25 siècles de méditation. 25 siècles, c'est-à-dire depuis l'époque du Bouddha, depuis le Bouddha, qui vivait en gros 5 siècles avant notre ère. Il s'agit donc, parlant du bouddhisme, d'un empirisme plutôt que d'une forme de transcendantalisme. Par exemple, dans un livre intitulé Contemplative Science, Where Buddhism and Neuroscience Converge, donc la science contemplative, la convergence du bouddhisme et des neurosciences, Alan Wallace, que j'ai eu comme étudiant à Stanford autrefois, écrit, je cite, « Le bouddhisme, comme la science, se présente comme un corps de connaissances systématiques sur le monde naturel et il pose un large éventail d'hypothèses et de théories testables concernant la nature de l'esprit et sa relation avec l'environnement physique. » Donc vraiment, le bouddhisme est une forme de science. Ces théories auraient été testées et confirmées par l'expérience à de nombreuses reprises au cours des 25 derniers siècles, au moyen de techniques méditatives reproductibles. Ah oui, c'est vraiment la science doit être reproductible. En ce sens également, le bouddhisme peut être mieux caractérisé comme une forme d'empirisme plutôt que de transcendantalisme. Le bouddhisme traditionnel parle de l'éveil, un éveil qui est transcendantal. Maintenant, on nous dit non, ce n'est pas vraiment ça le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est vraiment une forme d'empirisme. On fait des expériences. On pratique la méditation comme expérience. Cette définition du bouddhisme est pour le moins très sélective. Et comme elle ignore apparemment la place centrale de la foi, du rituel, des récits religieux et d'autres éléments qui pourraient ne pas correspondre à une vision scientifique du bouddhisme, elle est, d'un point de vue historique, tout à fait inadéquate. On ne peut pas à la fois critiquer le matérialisme de la science, comme le fait Wallace, et à juste titre, et plaider pour une science contemplative. C'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, la science contemplative en question n'existe pas encore, contrairement à ce qu'on nous dit. Ce n'est pas ce que faisaient les bouddhistes, sans parler du Bouddha lui-même. Le Bouddha n'était pas un scientifique. Sinon, il nous aurait donné des méthodes pour guérir la dysenterie ou je ne sais quoi, mais ce n'était pas son problème. Bon, je parle un peu maintenant du néo-bouddhisme, ce que j'appelle le néo-bouddhisme, que d'autres appellent le modernisme bouddhiste. Le bouddhisme tel que nous le connaissons en Occident, et qui a été l'interlocuteur des neurosciences jusqu'à présent, n'a pas grand-chose à voir avec le bouddhisme tel qu'il s'est développé en Asie, notamment au Japon, au cours des 25 derniers siècles. Au Japon, évidemment, seulement depuis le IXe siècle. C'est pourquoi, pour bien marquer cette différence, je préfère parler de néo-bouddhisme à son sujet. Au risque de provoquer quelques réactions, oui, ça, j'aurais pu éviter ça, excusez-moi. Je dirais que ce qui se passe avec le néo-bouddhisme ressemble un peu à la prolifération des espèces invasives qui envahissent toute la Terre et étouffent les autres plantes lorsque l'équilibre écologique antérieur a été perturbé par la culture capitaliste. Bon, excusez-moi. L'essor du néo-bouddhisme correspond au développement typiquement occidental d'une culture de l'authenticité. Si le bouddhisme n'avait constitué qu'à trouver son vrai moi, donc le moi profond, il n'aurait probablement pas gagné la faveur des rois et des empereurs. Ce que j'essaie de dire là, c'est que les rois ou les empereurs, mettons comme Go-Daigo au Japon, Go-Daigo pratique des rituels bouddhistes qui sont des exorcismes, pratiquement de la magie noire. Et pourquoi ? Parce qu'il essaie de se débarrasser du bakufu.
Donc, Go-Daigo ne s'intéresse pas à son moi profond, il veut le pouvoir. Donc, c'est ça. Et pour la plupart, dans toute l'histoire du bouddhisme, on a vraiment eu beaucoup de... Ce qui a attiré vraiment le succès du bouddhisme en Inde, comme en Chine, comme au Japon et en Corée, c'est vraiment le fait que le bouddhisme était perçu comme un instrument de pouvoir. Maintenant, les problèmes de la méditation. Pour les partisans de la rencontre entre le bouddhisme et les neurosciences, la méditation constitue ce qui semble être la zone de convergence définitive. Même les grands médias occidentaux ont fait grand cas des expériences menées sur des méditants bouddhistes. Ils citent des études affirmant que la méditation transforme la structure du cerveau, ce qui semble confirmer l'idée très à la mode en ce moment de neuroplasticité. Les méditants feraient l'expérience de transformations spectaculaires de leurs fonctions cognitives et de leur activité neuronale. Ils produiraient même à volonté des états mentaux enviables tels que la compassion et le bonheur. Monsieur Bonheur. Le point aveugle des discussions neuroscientifiques sur la conscience, selon le bouddhisme, est ce que l'on appelle l'illumination, ou plutôt l'éveil, bodhai. Sans éveil, donc l'éveil du Bouddha, le Bouddha a obtenu l'éveil, Satori, si vous voulez, dans le zen. Sans éveil, pas d'éveillé, le Bouddha. Bouddha veut dire l'éveillé. Et sans Bouddha, pas de bouddhisme à proprement parler. Selon le Dalai Lama lui-même, cet état exalté, l'éveil, n'a pas de corrélats neuronaux. Il n'apparaît pas sur les IRM. Il s'agit là, bien entendu, d'un sujet de conversation pour les neuroscientifiques. Un sujet de désagrément, plutôt. Malgré toutes les précautions prises par des scientifiques comme Antoine Lutz pour éviter d'être accusé de partialité, il n'en reste pas moins que la plupart des expériences ont jusqu'à présent été menées sur des formes de méditation relevant de la modernité occidentale. TM, Transcendental Meditation, Mindfulness, etc. Tandis que les principales formes de méditation asiatiques, telles que celles du zen, du bouddhisme ésotérique, Mikkyo, et du bouddhisme de la terre pure, Jodo, Jodoshu, Jodoshinshu, ne sont mentionnées qu'en passant. Par exemple, les techniques de visualisation, qui jouent un rôle si important dans le bouddhisme ésotérique, l'école chinoise de la terre pure, ou même la méditation hindoue ou taoïste en Chine, sont à peine évoquées. En outre, il n'est pas tenu compte des différences culturelles qui font que, par exemple, s'asseoir dans la position du lotus ou du demi-lotus est tout à fait courant pour la plupart des Asiatiques, même au Japon, enfin autrefois, disons, est douloureux ou pratiquement impossible pour de nombreux Occidentaux, comme j'en ai fait l'expérience moi-même. Ce n'est pas une position naturelle. S'asseoir en seiza, comme le font les femmes japonaises, par exemple, dans beaucoup d'occasions, est absolument... J'ai dû faire ça, moi, dans un temple, dans un monastère zen à Kyoto. C'était vraiment un supplice absolument incroyable. Bon, je ne me tarderai pas sur la pleine conscience, j'en ai déjà parlé, qui constitue à l'origine une variété assez préliminaire, finalement, de méditation bouddhiste. L'expansion rapide de cette forme de méditation est bien connue, en particulier avec la MBSR, Mind-Based Stress Reduction, de Jon Kabat-Zinn, que je vous ai montré. L'instrumentalisation de la pleine conscience en dehors du domaine purement clinique a été notée par des chercheurs tels que Ronald Purser et David Lewis, qui ont créé le terme Mac Mindfulness pour désigner la banalisation de la méditation et son utilisation par les entreprises et par l'armée. C'est une technique qu'on apprend maintenant pour être... Vous avez peut-être vu le film Tireur d'élite. On pratique la mindfulness pour pouvoir tuer des gens. Ça ne paraît pas très bouddhiste à premier abord. Maintenant, quelques mots sur les effets indésirables de la méditation, dont on ne parle pas beaucoup en général. Je voudrais donc dire quelques mots sur la nouvelle prise de conscience de certains effets indésirables de la méditation
ces effets qui ont été décrits depuis longtemps par les bouddhistes d'Asie. On sait très bien, en Chine, au Japon, qu'il y avait ce qu'on appelait par exemple Zen sickness, la maladie du zen. On sait que vraiment la méditation peut entraîner des troubles mentaux assez sérieux si elle n'est pas pratiquée comme il faut. Mais en Occident, on ignore tout ça. Dans une publication récente, une neuroscientifique nommée Willoughby Britton et son conjoint, Jared Lindoll, qui est un historien des religions, attirent l'attention sur certains aspects peu connus des neurosciences contemplatives. Ils tentent d'établir une classification des différents types de méditation et de leurs effets observés, effets cognitifs, perceptifs, affectifs, somatiques, conatifs et sociaux. Le tableau qui en résulte, avec sa complicité et ses zones d'ombre, remet en question de nombreuses certitudes établies sur les effets positifs de la méditation. Une récente méta-analyse commandée par la US Agency for Healthcare Research and Quality, donc vraiment un organisme tout à fait officiel et plus ou moins indépendant, une récente méta-analyse portant sur 18 753 citations et 1651 articles en texte intégral publiés au cours des 10-20 dernières années sur la méditation, n'a trouvé que, tenez-vous bien, 20 000 articles en gros, et là-dessus, on n'a trouvé que 47 articles, 47, répondant à ces critères de valeur scientifique, en particulier la présence de contrôle actif. Donc là, quand même, ça laisse à réfléchir sur un nombre si énorme d'articles. Ça ne veut pas dire que tous les résultats d'expérience étaient faux, mais simplement qu'ils n'avaient pas suivi vraiment les règles strictes de scientificité. Ce qui ressort également de ces analyses comparatives d'efficacité, donc de cette méta-analyse, c'est que contrairement au battage médiatique qui attribue toutes sortes de vertus à la méditation, comme de calmer la peur, faciliter le sommeil, réduire le besoin d'analgésiques ou diminuer de 50% les risques de rechute après une dépression, l'efficacité de la méditation n'a pas pu être démontrée comme étant supérieure à celle du simple exercice physique, de la relaxation ou de la thérapie de groupe. Par exemple, on dit souvent méditation pour relaxation. C'est tout le contraire. Si vous avez des insomnies, je ne vous conseille pas la méditation, parce que justement, c'est une technique d'éveil. Ça rend les choses, ça rend les gens en principe, plus éveillés. J'ai comme ça eu des étudiants, des jeunes personnes qui sont venues me voir qui disant oui, ce que vous dites là, moi je suis hyperactif, on m'avait recommandé la méditation, ça a carrément contribué à la détérioration de ma santé. Donc méditation ne veut pas dire relaxation, ça c'est vraiment une erreur. La méditation s'est également révélée peu efficace en ce qui concerne la réduction du stress et l'amélioration de la qualité de vie. Pour ce qui touche l'attention, l'humeur positive, comme notre ami Mathieu Ricard, l'abus de substances, drogue, les habitudes alimentaires, le sommeil et le contrôle du poids, ces effets ont été jugés faibles ou peu probants. Ces résultats, ainsi que les diverses critiques adressées à la neuroimagerie en général, incitent donc à une certaine modestie et à une plus grande prudence que par le passé. Et des chercheurs des neuroscientifiques comme Antoine Lutz et Britton ont commencé à appliquer des protocoles expérimentaux plus rigoureux. Donc voilà, il y a encore des possibilités. Tout n'est pas dit, on peut effectivement faire des expériences qui vont montrer des choses, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Malgré tout ce que vous pouvez lire dans la presse, vulgarisation scientifique, etc., tous les résultats absolument fantastiques pour perdre du poids, enfin pour tout et n'importe quoi, apparemment tout ça n'est pas du tout prouvé. Je me tourne maintenant vers les neurosciences elles-mêmes et les aspects problématiques des neurosciences. Certains problèmes soulevés par les neurosciences.
Après la mode du tout génétique de la seconde moitié du XXe siècle, les neurosciences et plus généralement les sciences cognitives font les gros titres de la presse. Nous sommes désormais habitués à voir en couverture des magazines partageant la vedette avec l'intelligence artificielle, des cerveaux multicolores, le mien était un peu gris, mais bon, en général, c'est des cerveaux très très colorés et très esthétiques. La réalité est tout autre. Si vous avez déjà vu un cerveau, ce n'est pas quelque chose de très agréable à voir. Le cervelle de mouton, par exemple, ça vous donnera une idée. C'est pas. Il y a d'une part une véritable prolifération d'images de cerveau qui invite à croire et à prétendre que la psychologie est devenue une science d'observation, et d'autre part un ensemble de raisons philosophiques qui invitent au scepticisme quant à la valeur des connaissances obtenues à l'aide de ces images. D'abord, les problèmes idéologiques. Les neurosciences s'inscrivent dans un projet de naturalisation de l'esprit, qui est le courant philosophique dominant des sciences cognitives. Elles ont fait des progrès technologiques impressionnants, comme vous avez pu le voir là, au cours des 4 dernières décennies, avec les IRM et toutes sortes de choses, et ces progrès se manifestent dans de nombreux domaines. Tout cela serait parfait si, l'enthousiasme aidant, les neurosciences n'étaient pas sur le point de se transformer en neuroscientisme. Alors le scientisme, ce n'est pas du tout la même chose que la science. Le scientisme, c'était une idéologie qui pense que la science a réponse à tout. Certains neuroscientifiques quittent leur laboratoire pour devenir des intellectuels publics. Bien qu'ils s'en défendent, leur discours a parfois des accents triomphalistes et suscite des réactions pas toujours amicales de la part des représentants des sciences humaines. Car derrière leur volonté conciliante, il est bien évident que les enjeux sont importants, tant sur le plan philosophique que sur le plan financier. La philosophie implicite des neurosciences est celle du matérialisme ou du naturalisme. Et elles s'inscrivent dans un mouvement de visualisation du psychisme. On veut vous montrer comment votre cerveau fonctionne. Tout doit être visible. Mais surtout, elles prétendent de plus en plus déborder sur le domaine voisin des sciences humaines et assumer le rôle de la pensée philosophique, le rôle que la pensée philosophique, la philosophie avait eu jusqu'à présent. Donc vraiment, elles prétendent pratiquement occuper tout le territoire de la pensée humaine. Il y a aussi des problèmes techniques. L'engouement actuel pour la pleine conscience a été rendu possible en grande partie par les tentatives de prouver le caractère positif de la méditation bouddhique au moyen d'expériences neuroscientifiques basées sur les électroencéphalogrammes et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. La plupart des mesures d'IRMF sont basées sur la détection. Excusez-moi, je vais devenir un peu technique, mais pas pour très longtemps. C'est pour les quelques scientifiques dans la salle, peut-être, s'il y en a. La plupart des mesures d'IRMF sont basées sur la détection de signaux dépendant du niveau d'oxygène dans le sang. En anglais, on dit BOLD, Blood Oxygen Level Dependent, donc dépendant du niveau d'oxygène dans le sang. Ces signaux sont une mesure indirecte de l'activité neuronale obtenue en plaçant le cerveau dans un champ magnétique puissant, dans un scanner. Il résulte du fait que l'augmentation de l'activité dans une région donnée du cerveau s'accompagne d'une augmentation du flux sanguin et que cette augmentation correspond à une modification de la concentration de sang oxygéné. Plus récemment, l'IRM de tenseur de diffusion, DT-MRI en anglais, c'est ce que j'ai subi là, a commencé à être utilisé pour visualiser les voies axonales qui relient différentes régions du cerveau et pour obtenir ce qu'on appelle le connectome, la connexion, le plan en gros de la manière dont les différentes régions du cerveau se connectent. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle montre aussi les régions blanches du cerveau, que jusqu'à présent n'étaient pas accessibles par l'IRM. Cette technique a donné naissance à une nouvelle discipline qu'on appelle connectomique.
Donc voilà, l'intérêt du connectome est qu'il montre les relations entre les différentes parties du cerveau et non la localisation de certaines fonctions. Il n'est pas exagéré de dire que l'ensemble du cerveau est impliqué dans la production de toute pensée. Donc jusqu'à présent, on pensait que le cerveau était modulaire. Il y avait des modules, différents aspects du cerveau qui avaient différentes fonctions. Maintenant, on est sorti de cette conception pour penser que vraiment, pour chaque action, le cerveau tout entier participe. Et donc, ce qui est important, c'est de montrer la manière dont les différentes parties du cerveau communiquent en une sorte de tout. Donc voilà, cela a conduit à une remise en question de la théorie modulaire de l'esprit qui avait dominé dans les années 80. Les images recueillies par cette technique sont impressionnantes et très esthétiques. Mais leur pouvoir explicatif n'est pas aussi grand qu'on le souhaiterait. En effet, elles sont sous-déterminées et laissent une grande place à l'interprétation. Il y a loin d'un signal bold à un état mental spécifique. Par exemple, les changements de signaux dans l'amygdale peuvent indiquer l'anxiété, mais aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, l'excitation olfactive, comme dans mon cas, ou sexuelle. Donc là, il faut choisir. Le neuroscientifique va vous dire « Ah, ça c'est olfactif ou ça c'est sexuel », mais en réalité, rien n'indique que c'est l'un ou l'autre, d'après l'image. Le talent herméneutique, l'interprétation du neurologue, rappelle parfois celui d'une voyante qui lit le destin de ses clients dans les cartes ou le marc de café. C'est un peu de la divination, un peu comme le uranai japonais. Et la naïveté dans ce domaine n'est pas seulement un problème pour le grand public, mais aussi pour les neurologues enthousiastes qui ont trop tendance à céder au chant des sirènes de la neuroimagerie. Ils sont vraiment très, très enthousiastes pour leur technique, et il y a des bonnes raisons. Mais à côté de ça, ils vont un peu souvent trop loin. La question de la relation entre le cerveau et l'esprit, donc Seishin, est généralement posée en termes de corrélats neuronaux, les corrélations neuronales, c'est-à-dire les corrélations que l'IRM et d'autres techniques récentes d'imagerie magnétique peuvent mettre en évidence entre certains états mentaux et certaines activités neuronales. Quand vous pensez, c'est ce qu'on a vu dans mon cas, quand vous pensez quelque chose se passe dans vos neurones. Donc il y a une corrélation. Mais les scientifiques ont tendance à penser que la corrélation est une causalité. C'est-à-dire que vraiment, c'est le cerveau qui cause l'état. Or non, c'est simplement une corrélation. Quand ceci se passe, cela se produit. Voilà, donc en général, les chercheurs soulignent qu'une corrélation n'équivaut pas à une causalité. Mais dans la pratique, la pente qui mène de la première, la corrélation, à la seconde est glissante. On passe facilement de l'un à l'autre. D'ailleurs, le champ de la corrélation s'étend de plus en plus. Par exemple, on passe insensiblement des corrélats neuronaux des gestes de préhension ou des corrélats neuronaux des rêves à ceux de la conscience ou de l'expérience spirituelle, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Dès 2005, un épidémiologiste de l'université de Stanford, donc un de mes anciens collègues, John Ioannidis, a tiré la sonnette d'alarme dans un article intitulé Why most published research results are false. Pourquoi la plupart des résultats des recherches publiées sont faux. Affirmant que la plupart des recherches scientifiques sont biaisées et présentent une forte probabilité de faux rapports, en particulier dans le domaine de la neuroimagerie. Les données de neuroimagerie sont souvent considérées comme des preuves tangibles qui confèrent une autorité particulière aux affirmations, même lorsqu'elles sont manifestement fallacieuses. La forte prévalence des résultats significatifs rapportés n'est pas réaliste et correspond à de forts biais de rapports sélectifs. Il y a ce qu'on appelle les biais de confirmation, etc. En 2009, un article d'Edward Wool et de son équipe a attiré l'attention sur les corrélations étrangement élevées
obtenus par imagerie fonctionnelle entre l'activation cérébrale et les mesures des émotions, de la personnalité et de la cognition sociale. Donc, une expérience qui a montré qu'il y a vraiment des problèmes dans ces corrélations. Et je vous explique pourquoi. Ces corrélations sont d'autant plus surprenantes que les protocoles méthodologiques contiennent rarement beaucoup de détails sur la manière dont les corrélations ont été obtenues. Les auteurs concluent que les problèmes qu'ils décrivent dans les 55 articles examinés semblent être communs à toutes sortes d'autres recherches impliquant l'imagerie fonctionnelle. L'expression corrélation vaudou, comme le vaudou haïtien, donc des corrélations fantomatiques. L'expression corrélation vaudou est devenue populaire dans le jargon professionnel pour désigner ces corrélations douteuses entre les activités neuronales et les états mentaux. L'article a suscité une controverse car, une fois de plus, les enjeux étaient importants. En effet, si les auteurs ont raison, une grande partie de la littérature neuroscientifique devient discutable. Certains chercheurs ont rejeté leurs conclusions pour diverses raisons méthodologiques, tandis que d'autres ont affirmé que la situation était en réalité pire que celle décrite par Wool et son équipe. Il y a aussi l'erreur statistique courante causée par ce qu'on appelle double dipping, c'est-à-dire l'utilisation des mêmes données pour sélectionner une région d'intérêt, puis pour analyser cette région. En principe, on devrait séparer les deux. La controverse sur la valeur de l'interprétation des données d'IRMF a culminé avec un article publié la même année, donc en 2009, sur les corrélats neuronaux interespèces. Ça, j'aime beaucoup cette histoire. Il s'agissait en fait d'un canular, qui ne s'en cachait d'ailleurs pas. C'était dit. Le titre de l'article, Neural Correlates in Cross-Species Perspective on Post-Mortem Atlantic Salmon. Post-Mortem Atlantic Salmon. Poisson. Post-mortem, révélait que le sujet de l'expérience était un saumon qui mesurait environ 45 cm de long, pesait 1,7 kg et n'était pas vivant au moment du scan. La tâche qui lui était assignée était d'examiner une série de photographies représentant divers individus et les émotions qu'ils devaient ressentir. On vous présente des photos de quelqu'un en colère ou content, etc. L'expérience a démontré de manière concluante le potentiel pratiquement illimité des statistiques opaques de l'IRMF. On a vu, l'expérience a montré que le saumon réagissait devant les images. Or, il était mort. Donc là, il y avait quand même un problème sérieux qui montre à quel point on a ce qu'on appelle des artefacts, la manière dont la méthode, ce n'est pas simplement une photo, ce n'est pas transparente, ce n'est pas une photo de ce qui se passe dans votre esprit, c'est un calcul compliqué, statistique, qu'il faut bien moduler, etc., pour arriver à obtenir des résultats. Et on peut obtenir des résultats complètement aberrants, comme dans ce cas-là. Ce canular suggère que l'on peut faire apparaître tout et n'importe quoi à partir du IRMF. Mais cela ne signifie pas que ce que les IRMF révèlent est toujours faux. Simplement qu'il faut prendre soin d'éviter les erreurs statistiques et les interprétations erronées, et qu'il y en a beaucoup. En tout état de cause, ce débat a attiré l'attention des chercheurs, voire du grand public, sur la surévaluation et la surinterprétation des résultats expérimentaux qui conduisent à la production de faux positifs, ce qu'on appelle des faux positifs. Les différentes critiques méthodologiques des neurosciences ont été abordées par William Huthal, un psychologue cognitif, donc lui-même neurologue. Les arguments de ce savant, peuvent être résumés comme suit. Les nouvelles techniques d'imagerie s'avèrent efficaces à certains niveaux, par exemple dans certains cas cliniques. Et effectivement, si quelqu'un a un AVC ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très important et l'IRM peut vraiment détecter tout de suite le problème. Cependant, elle n'offre aucun espoir de progrès sur la question qui hante les neurosciences, à savoir l'explication de la manière dont le cerveau peut produire de la conscience. Autrement dit, ce que l'on a appelé le fossé explicatif, explanatory gap, entre le cerveau et l'esprit. On parle de l'esprit,
Maintenant, quels sont les rapports entre l'esprit et le cerveau qui est dans votre tête? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Si c'est différent, comment l'un produit l'autre? Cette prise de conscience progressive a conduit à un examen critique quelque peu tardif de la plausibilité de l'hypothèse selon laquelle les techniques d'imagerie cérébrale nous permettraient de lire dans l'esprit d'un être humain ou même de trouver des marqueurs biologiques correctement corrélés à des états cognitifs particuliers. Vous savez, on a mis, après 9/11, on a mis en prison des gens parce qu'on les a soumis à des expériences d'IRM et on a vu qu'ils avaient des images de camps d'entraînement terroristes. Donc on a prétendu pouvoir lire dans leur cerveau ce qu'ils pensaient vraiment. Et on les a mis à Guantanamo, sur la base simplement de ça. Donc c'est vraiment extrêmement dangereux. Et ça repose sur une base scientifique absolument nulle, enfin très très problématique. Dans un livre intitulé « Critique de la raison impure », par référence bien sûr à Kant et la critique de la raison pure, Peter Munz affirme qu'il existe un fossé entre l'action des neurones et ce que le neurologue Antonio Damasio appelle les marqueurs somatiques d'une part et les émotions d'autre part. Alors Damasio pense que lui c'est très possible. Il y a des marqueurs somatiques qu'on peut voir dans le cerveau par l'IRM et ça vous donne des indications de vos états mentaux. Selon Munz, nous donnons des noms comme joie, colère, etc. aux marqueurs somatiques. Mais ces noms sont des interprétations arbitraires et non de simples descriptions. Les marqueurs ne sont que des marqueurs. Ça ne veut pas dire joie, colère, etc. Le cerveau ne produit pas d'émotions. Il génère simplement des marqueurs somatiques. En d'autres termes, même la simple corrélation entre les neurones et les émotions est problématique, sans parler de la causalité entre eux. Donc, même ce qu'on a accepté jusqu'à présent, la corrélation, même ça, c'est problématique. À plus forte raison, une causalité. Le fait que l'un produise l'autre. Comme si tout cela ne suffisait pas, il faut aussi mentionner les biais statistiques. Selon Houtal, toujours, ce qui a pu apparaître comme des corrélations et des relations n'était peut-être que des illusions d'association stimulées par une série de caractéristiques attrayantes et séduisantes de la technologie d'imagerie cérébrale. Ces illusions peuvent être sous-tendues par une propension des neuroscientifiques cognitifs à voir de l'ordre dans des réponses essentiellement aléatoires et à accepter à tort des critères statistiques marginaux comme si c'était des preuves. Enfin, j'en termine avec cette longue parenthèse technique, nous devons tenir compte des préjugés personnels. On sait, mais on l'oublie trop souvent, que les postes universitaires, les bourses, etc., dépendent des résultats obtenus et donc des publications. Cela peut par exemple conduire des chercheurs à déduire trop rapidement une causalité à partir d'une simple corrélation, à sous-estimer les difficultés du passage du cérébral au mental, à transformer un dégradé en un contraste brutal ou à assortir une image splendide mais hermétique d'IRM au profane, hermétique au profane, de commentaires d'experts qui vont au-delà de l'image. Enfin, il faut mentionner toutes les imbrications institutionnelles entre la recherche neuroscientifique, l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, et diverses autres institutions économiques, politiques et sociales, qui empêchent la transparence de la pratique scientifique et déterminent des axes de recherche. En définitive, les images ne parlent pas d'elles-mêmes. C'est toujours le discours des experts qui les fait parler. Les neurones sont silencieux, et ils le resteront probablement. Le neurologue est trop souvent un ventriloque. Et cela a un rapport direct avec notre compréhension des effets neurologiques de la méditation. Bon, nous voici sortis de la technologie. Revenons à la philosophie. Notre tradition philosophique et scientifique propose au moins deux grandes approches de l'étude de l'esprit et de la conscience. La phénoménologie et les sciences cognitives. Ces approches sont évidemment différentes à presque tous les égards importants. Elles ont leur propre littérature, leurs propres praticiens, leurs propres réunions professionnelles, leur propre vocabulaire, leurs propres méthodes, etc. Elles ont des orientations fondamentalement différentes. La phénoménologie part de l'expérience individuelle et l'être humain est le seul à pouvoir comprendre l'être humain. Vous seul pouvez savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même.
Elles ont des orientations fondamentalement différentes. Je me répète là, excusez-moi. La phénoménologie part du principe que l'étude de l'esprit doit s'enraciner dans une attention directe à la nature de l'expérience personnelle, ce qu'on appelle le vécu, Erlebnis en allemand, tandis que les sciences cognitives partent du principe qu'une véritable science de l'esprit doit s'enraciner dans l'observation des aspects objectivement accessibles de l'esprit d'autrui. Donc, pour un neuroscientifique, ce que vous dites de vos émotions, ça ne l'intéresse pas tellement, en fait. Lui, il veut quelque chose d'objectif. Vos émotions, c'est trop subjectif, par définition. L'idée neuroscientifique de la localisation de l'esprit dans le cerveau, c'est l'idée qu'on a en général, l'esprit est dans le cerveau. Maintenant, on ne pense plus comme ça, mais ça a longtemps été le cas. Cette idée de la localisation de l'esprit dans le cerveau découle d'un long processus de désengagement du moi par rapport au monde, ce que l'on appelle encore depuis Max Weber le désenchantement du monde. Il s'agit donc d'une conception purement occidentale au départ, liée à la montée de l'individualisme moderne. Je parle maintenant d'une tentative de synthèse faite par Francisco Varela, que j'ai mentionné avant, la neurophénoménologie. Les travaux de Francisco Varela sur la neurophénoménologie ont joué un rôle décisif dans le regain d'intérêt pour la méditation et ont donné lieu à un débat intense sur la possibilité de naturaliser la phénoménologie. Alors, Varela était quelqu'un de vraiment tout à fait spécial. C'est un biologiste chilien qui est venu en France au moment de la dictature chilienne. Donc, il a toute cette expérience. Il a publié des choses très importantes dans le domaine de la biologie. Ensuite, il s'est intéressé à la phénoménologie et il a pratiqué la méditation bouddhique et il est devenu donc un des étudiants, un des disciples et ami du Dalai Lama. Donc, c'est lui qui a vraiment pratiquement créé ce mouvement de convergence, ce dialogue entre science et conscience, méditation. Donc lui essaie vraiment de préserver les deux aspects, au lieu de réduire l'un à l'autre. Les scientifiques veulent tout réduire à la science, les méditants veulent tout réduire à la subjectivité. Varela essaie de faire une synthèse. La neurophénoménologie, j'aime pas beaucoup ce nom, mais bon, c'est comme ça, soutient qu'une science de la conscience peut et doit utiliser à la fois des données subjectives à la première personne, concernant l'expérience consciente des sujets, et des données sur la structure et le fonctionnement du cerveau et du corps. Ce faisant, la neurophénoménologie part du principe que les découvertes concernant les deux types de données, science et méditation, ont un statut égal, en ce sens qu'elles requièrent toute l'attention et le respect de leur spécificité. Parce que jusqu'après là, et encore maintenant, souvent les neuroscientifiques utilisent les méditants comme des cobayes. Ils veulent simplement, ils pourraient utiliser n'importe quoi d'autre, un schizophrène, ou enfin, ils ne les prennent pas trop au sérieux. Je veux dire, ils considèrent que seul le point de vue scientifique est valide. Pour Varela, c'était différent. Les deux points de vue sont également valides. La neurophénoménologie associe les récits d'expériences en première personne aux données objectives de la neurophysiologie. Les deux types de données sont censés s'informer mutuellement, sans qu'aucune ne prenne le pas sur l'autre. Il s'agit d'établir des contraintes mutuelles entre elles. Ce dernier point est important, car les sciences cognitives, bien qu'elles utilisent parfois des rapports à la première personne, ont tendance à les considérer comme secondaires. Pour Varela, comme je viens de le dire, les deux sont aussi fondamentaux l'un que l'autre. Mais pour atteindre cet objectif dans les deux sens du mot, les données subjectives doivent être suffisamment fiables et détaillées. Et c'est sur ce point que des progrès sont nécessaires. Parce qu'en général, quand j'ai fait cette expérience, quand on s'adresse à des méditants, on leur demande « alors c'est quoi la méditation pour toi ?» Ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas l'habitude de formuler leur expérience en termes objectifs, dans de nombreux cas. Idéalement, donc, la neurophénoménologie met sur un pied d'égalité les deux champs de discours que sont le bouddhisme et les neurosciences, mais dans la pratique, la nécessité d'établir une apparence de scientificité pour les déclarations subjectives fait déjà basculer
le jeu dans le champ des sciences cognitives. Dès que vous essayez d'objectiver votre expérience, ça devient déjà quelque chose d'autre. Une sorte de science contemplative pourrait devenir possible sur la base des travaux actuels de scientifiques inspirés par la neurophénoménologie de Varela, mais cette science contemplative relève encore d'une tentative de naturaliser la méditation, et elle est tout à fait distincte du bouddhisme traditionnel. La soi-disant complémentarité entre troisième et première personne ne fait en fin de compte que reproduire le clivage entre l'objet et le sujet, ou entre la nature et la culture, la nature relevant seule de la juridiction de la science. Donc on a toujours ce problème, on n'arrive pas vraiment à concilier les deux, parce qu'ils sont vraiment très différents. Alors il y a une autre approche importante que je voudrais mentionner, c'est le cognitivisme et le problème cerveau-esprit, les relations entre le cerveau et l'esprit. La philosophie implicite des neurosciences est assez bien résumée par le philosophe cognitiviste John Searle, selon lequel tous nos états mentaux sont causés par des processus neurobiologiques se produisant dans le cerveau. Il existe certes un certain nombre de variantes ou ismes, éliminativisme, fonctionnalisme, etc. Je vous passe les détails. Mais il ne change rien au naturalisme fondamental qui postule une clôture physique. Tout ce qui arrive doit être physique, selon le matérialisme ou le physicalisme ou le naturalisme. Ce sont différents mots pour la même chose. Or, comme le soulignait déjà William James, je cite, « Les théories scientifiques sont conditionnées organiquement tout autant que le sont les émotions des religions. La clôture physique est donc remplacée par la clôture cognitive. » William James, qui est un scientifique lui-même, il a fait de gros livres, le fondateur de la psychologie scientifique, on peut dire. Quand on lui disait, mais il a aussi écrit un livre sur les variétés d'expériences religieuses, donc il s'intéressait à la religion. Et quand les scientifiques lui disaient, mais tous les états religieux sont créés par le cerveau, comme le foie sécrète la bile, par exemple, William disait, oui, c'est peut-être vrai des théories religieuses, mais c'est aussi vrai des théories scientifiques. Tout ce que vous me dites, c'est à ce moment-là créé par votre foi. Ça n'a pas plus de valeur, de vérité. Donc, il renvoyait les scientifiques à leur propre critique, ce qui était très, très bien vu, déjà au début du XXe siècle. Les cognitivistes rejettent le dualisme cartésien, René Descartes, mais comme Descartes, ils veulent faire du corps une machine. Vous vous souvenez, Descartes avait dit qu'il y a deux réalités fondamentales, en gros l'esprit et la matière, ou le corps et l'homme. Depuis Descartes, on peut dire que la science a fondé sa fortune sur une vaste omission. Ignorer l'esprit du scientifique qui l'a développé et ignorer la conscience en général. Jusqu'à récemment, on ne s'intéressait pas à la conscience. Ça n'était pas un objet scientifique. Le scientifique, un des fondateurs de la théorie quantique, Erwin Schrödinger, décrit le retrait du sujet qui permet à la science de donner une image du monde. Le sujet, le moi du scientifique, se retire du monde et devient pur spectateur. Le monde est là, moi je suis ici. Donc il y a cette coupure entre le sujet et l'objet. Et du coup, on peut étudier le monde comme objet, comme pur objet. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça dans la réalité. Donc, je reprends. Schrödinger décrit le retrait du sujet qui permet à la science de donner une image du monde, mais une image dans laquelle, par définition, il manquera toujours quelque chose, même si l'on pense pouvoir réintroduire le sujet après coup. Oui, ce qui manque, c'est la conscience. Ce sujet, donc, quand on réintroduit le sujet, ce sujet n'est qu'une projection, c'est encore un sujet objectivé. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'aborder à la première personne. Oui, mais cette première personne, c'est encore finalement une sorte de troisième personne, c'est encore objectivé. C'est cette déconnexion et cet oubli qui vont créer ce qu'on a appelé le problème difficile de la conscience. La conscience ne s'ajoute pas au monde extérieur, elle est toujours déjà là, organisant l'image en arrière-plan.
La complémentarité entre sciences naturelles et sciences spirituelles présuppose que les deux domaines sont en fait séparés et peuvent être isolés l'un de l'autre. Ce n'est précisément pas le cas. Comme le note le philosophe américain Thomas Nagel, dans le débat, je cite, « Dans le débat entre la raison objective et le subjectivisme, toute la question est de savoir si la première personne n'est pas cachée dans tout ce que nous pouvons penser ou dire. » Même quand on se veut un savant très objectif, on est toujours en train de parler à la première personne. Wittgenstein avait dit quelque chose comme ça aussi. Ce paradoxe ou cercle vicieux peut s'exprimer de la manière suivante. Le monde phénoménal de notre conscience est un phénomène cérébral, mais le cerveau lui-même, tel que nous le connaissons, est un phénomène de la conscience. Donc notre conscience est un phénomène objectif, mais le cerveau est un phénomène, finalement, une perception subjective. Il existe pour quelqu'un qui le regarde. Ou en bref, la conscience est un phénomène cérébral, c'est ce que disent les cognitivistes, mais le cerveau lui-même est un phénomène de la conscience. Le cerveau n'existe pas là, dans le monde extérieur. C'est toujours perçu par une conscience. Il n'y a pas de cerveau en l'absence de conscience. La polarisation ontologique créée par le dualisme n'est pas si facile à surmonter. En termes philosophiques, cela conduit à une opposition entre la phénoménologie de la conscience, la première personne, et l'approche scientifique ou cognitiviste, la troisième personne. Science de la nature et science de l'esprit, comme si les deux domaines pouvaient être séparés, intériorité et extériorité. Mais les deux coïncident dans le corps. Quand je regarde ma main, je sens ma main de l'intérieur, c'est l'intériorité, j'ai un sentiment, c'est ma main, et en même temps je la vois devant moi, c'est un objet. Donc c'est un objet qui est à la fois sujet. Le corps est cette espèce de paradoxe vivant, on est à la fois sujet et objet, mais c'est vrai pour toute chose, pour tout ce qu'on a. Comme le note Roberto Calasso, je cite, « Le débat sur la conscience est le symptôme d'une guerre généralisée dans laquelle le sort de l'être humain est en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit local, mais d'une résistance à l'emprise totalitaire et totalisante de l'information. » Et à notre époque digitale, avec ChatGPT, etc., le problème est devenu encore plus concret et plus sérieux. Conséquence de tout ça. Les questions du non-soi, du non-moi plutôt, enfin, les Anglais disent no self, les Français traduisent par non-moi. Self, moi. Les traductions sont différentes. Traduction Humes, la traduction anglaise a toujours parlé du self et la traduction française, après Descartes et Pascal, parle du moi. Mais en gros, on peut dire que c'est la même chose. Donc, les questions du non-moi, du moi et du non-moi, et plus généralement la question du naturalisme, sont liées et découlent toutes ou sont des aspects du problème central, le soi-disant grand problème difficile de la conscience, par opposition au problème plus petit de la perception, de la mémoire, etc. Les neuroscientifiques s'interrogent, comment apparaît la conscience? Alors, ils se disent, bon, on ne sait pas très bien. Mais on peut commencer par, ça c'est un problème difficile, mais on peut commencer par des problèmes simples. Comment est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce que, voilà, des perceptions, des formes de conscience. Mais ça n'est pas la conscience, ce sont des formes spécifiques de conscience. Ça, on peut très bien expliquer. La conscience visuelle, on sait expliquer comment ça fonctionne. On commence à expliquer comment la mémoire fonctionne, etc. Mais le vrai problème de la conscience, lui, on n'a pas avancé d'un seul pas là. Les modernistes bouddhistes, donc les néo-bouddhistes, dans mon vocabulaire, aiment à dire que les neurosciences et la psychologie corroborent la vérité du non-moi. Donc dans le bouddhisme aussi, on affirme le non-moi. Le moi n'existe pas. D'après le Bouddha, enfin, l'enseignement qu'on attribue au Bouddha, le moi est une illusion. Il n'y a rien de permanent.
Il n'y a pas un petit bonhomme au fond de moi qui s'appelle Bernard Faure et qui serait là en permanence, qui ne changerait pas. Tout ça, donc, c'est une illusion. Les neuroscientifiques arrivent à des résultats un peu pareils. L'hypothèse neurobiologique est que la première personne n'est pas l'origine, mais le résultat de processus biologiques. En d'autres termes, la première personne n'est qu'une illusion. Il n'y a en fait qu'une troisième personne. Le moi est impersonnel, c'est un non-moi. Ce qu'on appelle le moi, c'est en fait un non-moi. Donc il existe deux approches fondamentales, celle qui considère le moi comme un objet dans le monde et celle qui en fait la source de toute expérience, y compris celle du monde. Et tout d'abord, il y a ce fait souvent oublié que quiconque parle du moi, à commencer par la personne qui parle en ce moment, que ce soit pour l'affirmer ou pour le nier, parle selon toute probabilité à partir de sa propre subjectivité. Donc même quand on nie le moi, là c'est la position inverse, même quand on prétend nier le moi, en fait on affirme sa propre subjectivité, son propre moi. On retrouve la même aporie, ou le même dilemme, si vous voulez, pour le moi que pour la conscience. Soit il est un objet qui fait partie du mobilier du monde, donc objectif, soit il est la condition de toute expérience du monde. La notion de moi a fluctué au fil des siècles et des cultures. Mais dans nos sociétés modernes ou postmodernes, que le sociologue Zygmunt Bauman caractérise par leur liquidité, il semble que le moi lui-même soit devenu fluide. La vie liquide dont parle Bauman exige une pensée fluide, détachée, flottante, une conscience pleine, vacante, disponible. Le dogme bouddhiste du non-moi n'est pas simplement, comme on le présente souvent, une description phénoménologique de la réalité, réalité qu'on a pu atteindre par la méditation. Il fait partie d'un projet sotériologique, c'est-à-dire visant le salut, et il est essentiellement prescriptif, plutôt que simplement descriptif. Autrement dit, ça n'est pas nécessairement une conclusion que le Bouddha ou quelque autre méditant bouddhique a perçue grâce à la méditation. Ça n'est pas une description, autant qu'on peut s'en juger. C'est plutôt un but, une prescription. C'est ce que vous devez atteindre. De plus, ce dogme prend une signification différente selon les contextes dans lesquels il s'inscrit. Lorsque des bouddhistes et des neurobiologistes se rencontrent sur la question du moi ou du non-moi, cela a des conséquences que certains d'entre eux sont loin de soupçonner. Ils participent ainsi à un zeitgeist, à l'esprit du temps, qui pousse nos sociétés dans une certaine direction, qui, par coïncidence ou non, est en phase avec la direction prise par le capitalisme dominant. On peut discuter à perte de vue sur les différents aspects du moi et perdre de vue l'essentiel, le caractère performatif de la discussion, ce qui se joue à travers elle, parfois à son insu. Par exemple, là, ma discussion a un caractère performatif. Je ne suis pas simplement en train de décrire la réalité, c'est la réalité comme moi je l'aperçois et comme j'essaie finalement de vous en persuader. Ça n'est pas objectif, c'est toujours subjectif, mais plus ou moins quand même, plus ou moins. Il y a des subjectivités plus vraies que d'autres peut-être. Car ces questions litigieuses, en se focalisant sur l'accessoire, donc on parlait du moi et tout ça, font en réalité passer l'essentiel, à savoir la transformation du bouddhisme en une version ou une variante de l'idéologie naturaliste. Comme dans le cas de la conscience, les positions que l'on prend sur la question du moi ne sont jamais neutres. C'est à ce stade qu'une herméneutique du soupçon est nécessaire. Il faut s'interroger non seulement sur les différentes théories du moi ou du non-moi qui ont proliféré, mais sur les différentes raisons qui ont pu conduire à l'affirmation de certaines conceptions du moi ou à leur rejet, ou, ce qui est encore différent, à la promotion de diverses conceptions du non-moi. Notons par exemple, et là je reviens au Japon, notons par exemple l'utilisation idéologique de la théorie du non-moi bouddhique par l'impérialisme japonais et certains de ses compagnons de route, comme le philosophe Nishida Kitaro. Nishida, donc, que vous connaissez, fondateur de ce qu'on appelait l'école de Kyoto,
Cherchez par exemple la caractéristique de la culture japonaise, et pour cela il citait Dogen, le maître zen Dogen, dans ce, je cite, ce point primitif où il n'y a ni soi, ni moi, ni autre, ni subjectivité, ni objectivité. Donc une sorte de point fondamental, antérieur à toute division entre sujet et objet. Mais c'est pour faire de ce sujet vide un être prêt à se sacrifier pour la cause impériale. Ça, je trouve ça assez génial. Donc, Nishida disant, voilà, votre moi n'existe pas, vous êtes vide, donc vous pouvez le remplir en quelque sorte en vous dédiant à la cause impériale. Allez envahir la Chine et tout est vide, il n'y a pas de moi de toute manière. Vous ne tuez personne, il y a des passages du zen qui disent ça. Finalement, à l'époque des Mongols, un maître zen dit, bon, si tu tues un Mongol, tu ne tues personne parce qu'il est vide, il n'y a pas de moi ni en face ni en moi. Donc c'est du vent qui tranche du vent. Bon, vous voyez à quoi ça peut mener, il y a quand même un danger réel. D'une manière générale, le non-moi est présenté comme le résultat d'une expérience phénoménologique, celle de la méditation. Mais il faut bien voir que ce non-moi n'est pas la simple description d'un état phénoménologique, mais une prescription qui a des implications morales et politiques, donc idéologiques. En particulier, pour ne prendre que le cas des bouddhistes indiens, les bouddhistes indiens tentaient de s'opposer à la sacralisation du moi tel qu'il l'a trouvé ou croyait la trouver dans l'hindouisme. Donc l'hindouisme met l'accent sur l'atman, le moi qui est une étincelle de la divinité en chacun de soi. Les bouddhistes voulaient s'opposer à ça, donc du coup, eux proposent le non-moi, eux proposent le moi, nous on propose le non-moi. Il y avait un côté comme ça tout à fait... c'était un peu comme les élections américaines en ce moment. Je veux dire, c'était dans un contexte qui n'était pas neutre du tout. Chacun vraiment cherchait à prouver sa thèse. Ce qui manque souvent dans les discussions sur le moi ou le non-moi, c'est le recul historique, tant du côté bouddhiste, où le non-moi est posé comme un dogme, que du côté des sciences cognitives. Pourtant, le non-moi bouddhiste a une longue histoire, constituée notamment par les débats séculaires entre bouddhistes et, comme je viens de le dire, philosophes indiens non bouddhistes. C'était un sujet de discorde, un sujet de débat. Ce qu'il faut retenir de cette historicité du moi, c'est que le sujet actuel n'est plus le même que celui de Descartes, encore moins que celui du Bouddha, tout comme il n'est pas le même donc, dans d'autres contextes culturels. Le non-moi qui s'oppose au moi est donc aussi un phénomène historique et culturel. L'époque moderne, toutefois, se caractérise par la recherche d'un moi authentique. Paradoxalement, le mot d'ordre spirituel de la découverte de soi, ou du moi, mais aussi du non-moi, n'est que l'autre face d'une perte croissance de l'intériorité. L'intériorité, le fort intérieur, a elle aussi changé et tend à disparaître sous l'effet conjugué des médias, de la science et de la numérisation de nos vies, dans le cadre de l'économie néolibérale. Je vois par exemple mes étudiants à Columbia comme ailleurs. Pour eux, leur moi, donc, qui est très important, mais ce moi doit être défini constamment sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ils changent leur profil 3 fois par jour sur Facebook. Ce moi-là n'est pas le même moi que celui de Descartes. Il n'y a pas de doute. À notre insu, donc, un autre moi est en train de se construire, un double qui appartient au monde des big data, une sorte de nouvelle conscience profonde sur laquelle je n'ai aucun contrôle et dont je ne suis même pas conscient la plupart du temps. Il existe un autre moi numérique basé sur toutes les datas accumulées à mon sujet quand j'utilise Internet. Et ce moi est beaucoup plus probablement objectif que la conscience que j'ai de moi-même. Donc voilà, en fait, un autre moi dont je n'ai pas le contrôle, dont je ne suis pas conscient la plupart du temps, un nouvel inconscient, en quelque sorte, un inconscient numérique, face auquel mon vieil inconscient analogique, freudien, n'a que peu de poids.
je continue un peu la critique idéologique. L'intérêt pour les notions de non-moi s'inscrit dans la même tendance sociologique que celle relevée par Bauman, qui aboutit à un moi liquide, pluriel, malléable, et donc parfaitement adapté aux exigences de la société néocapitaliste. Dans le domaine de la psychologie, on observe une entreprise de désubjectivation au nom de formes de management typiquement américaines. Comme le note le philosophe Catherine Malabou, la plasticité neuronale correspond à une époque où, après avoir rejeté le moi unitaire, ce qu'on appelait autrefois l'homme ou l'esprit, on a découvert les moi fluides qui répondent aux besoins de la société néolibérale, des moi extériorisés, réticulaires, privés d'intériorité. On n'existe maintenant de plus en plus que dans le regard des autres. Un moi fluide, extériorisé en réseau, correspondrait mieux à ce que Bauman appelle la société liquide. C'est ce moi sans intériorité, sans âme en quelque sorte, modulé par les likes et la multitude de faux amis, dépendant des images qu'ils modifient et projettent en permanence pour exister, que les réseaux sociaux sont en train de réaliser avec leur incitation permanente à se renouveler. Les neuroscientifiques, en affirmant un peu rapidement que le moi n'est qu'une illusion, ne semblent pas très bien réaliser les implications de cette affirmation, voire ses dangers. En effet, si le moi se dissout, il est à craindre qu'il cherche à se reconstituer ou à se projeter dans des moi supérieurs ou extérieurs tels que l'État ou la nation, comme je viens de le mentionner dans le cas de Nishida. On sait donc à quelles aberrations ce type d'identification a conduit dans le passé. Quand on s'identifie à la patrie, on voyait ce qui se passe en ce moment, ou une religion, Gaza, etc. Patriotisme, l'État, Ukraine. On voit tous ces gens qui sont en train de mourir en s'identifiant à une conception du moi qui est malheureusement trop dangereuse. Enfin, pour finir, donc, quelques mots sur le naturalisme et ce que on a pu appeler le grand dérangement. Le naturalisme a permis à la science d'être efficace, même si l'on commence à se rendre compte que la modernité a peut-être conclu un pacte faustien qui coûtera très cher aux générations futures. En tout état de cause, le naturalisme ne doit pas sortir de son domaine, qui est celui de la science. Et l'on peut se demander si le dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences n'a pas servi de cheval de Troie en conduisant le bouddhisme à abandonner ses intuitions les plus profondes pour un naturalisme superficiel qui contredit ses fondements. Comment le bouddhisme peut-il prendre en compte la nouvelle temporalité à laquelle nous confronte ce qu'on appelle l'anthropocène, que certains ont proposé aussi d'appeler le capitalocène, à cause du rôle du capitalisme dans la destruction écologique, la crise écologique que nous traversons, qui est plus qu'une crise d'ailleurs, parce qu'une crise, ça se termine, tandis que là, ça ne va pas se terminer, ça va mettre très longtemps. Le bouddhisme traditionnel s'inscrivait dans le très long terme du karma et des renaissances multiples. Selon votre karma, selon les actes que vous commettez, vous allez payer, ou être heureux ou malheureux, et vous allez aussi être rétribué dans cette vie ou dans une vie future. Donc il y avait vraiment une vision à long terme. On savait qu'on serait encore là après le déluge, en quelque sorte, dans une autre réincarnation. Alors que le néo-bouddhisme et la pleine conscience ne font que renforcer le présentisme absent, être dans le moment présent. C'est ça, la mindfulness, la pleine conscience, c'est défini. Vous êtes ne pensez qu'au moment présent. Et donc, ça laisse le futur en dehors de la réflexion. Pour l'instant, les tentatives d'adaptation du bouddhisme semblent s'inscrire dans la logique du capitalisme tardif. Mais ce qui semblait être une réponse dans les années 80 semble désespérément inadapté à la situation actuelle. À l'heure de ce que le romancier indien Amitav Ghosh, que je vous encourage à lire si vous ne le connaissez pas, a appelé le grand dérangement, où, comme il le souligne, nous vivons dans un monde enchanté,
sous le charme de la modernité et du progrès. Le bouddhisme devrait contribuer à rompre le charme et non nous conforter dans notre sommeil dogmatique et consumériste. Sommeil qui ne semble même pas être trop perturbé par la catastrophe climatique annoncée, l'extinction massive des espèces et une croissance démographique qui nous transformera en sauterelles, laissant derrière nous une terre dévastée. Finalement, nous avons à peu près le même effet sur notre environnement qu'un nuage de sauterelles quand il arrive dans une région et qui dévaste tout. Pas une vision très agréable. Quant aux neurosciences, elles ont certainement un rôle important à jouer dans le domaine clinique, comme je l'ai dit, à condition qu'elles ne sortent pas de leur domaine en cherchant à imposer une nouvelle forme de scientisme, contribuant ainsi à l'idéologie naturaliste dominante qui mène le monde à sa perte. Leur tentative réductionniste de réduire donc l'esprit ou la conscience au cerveau, par exemple, ne résout pas le problème, elle l'exacerbe. Le monde dans lequel nous vivons est en flammes. Et comme le note Giorgio Agamben, philosophe italien, dans un livre qui s'appelle « La maison qui brûle », le feu qui brûle tout est d'essence numérique. La parabole de la maison en feu, soit dit entre parenthèses, apparaît déjà dans le Sutra du Lotus, au Kekkyo. Mais alors que dans ce texte, le Bouddha tente d'attirer ses enfants vers la sortie, vous connaissez toute la parabole, les enfants sont dans la maison commence à brûler, le Bouddha à l'extérieur s'aperçoit de la chose, il veut faire venir ses enfants, mais il se dit, si je leur dis ça comme ça, ils n'obéiront jamais, il faut que je trouve une méthode, une façon de faire. Donc le Bouddha tente d'attirer ses enfants vers la sortie en leur promettant diverses sortes de jouets. Donc dans le Sutra de Lotus, il y a cette idée qu'on peut sortir, le Bouddha peut faire sortir les enfants nous-mêmes donc de la maison en feu. Tandis que dans la réalité dans laquelle nous vivons, il n'y a peut-être pas d'issue, pas même dans l'espace. On pense maintenant, beaucoup de scientifiques maintenant pensent dire, voilà, vous avez peut-être vu ce film, le titre m'échappe d'un seul coup, Looking Above, Don't Look Above, Don't Look Up. Don't Look Up, voilà. Donc, où quelques dirigeants, voyant que la Terre va être menacée, va être détruite par une comète, décident de partir dans l'espace. Donc voilà, on trouve souvent dans la science-fiction et dans d'autres, même chez les politiques, donc cette notion que finalement on va se tirer d'affaire. Une partie de nous, une petite partie des terriens vont pouvoir aller vivre sur Mars ou ailleurs. Mais bon, ça c'est un rêve, c'est un fantasme. Nos progrès dans tous les domaines vont de pair avec l'extension de notre ignorance, en particulier l'extension irréversible du paradigme numérique, la numérisation de notre monde, avec ChatGPT par exemple, tout en conduisant à une augmentation considérable de l'efficacité, s'accompagne également d'une perte de la réalité analogique qui est devenue progressivement invisible. Je n'ai pas besoin de vous dire ça à vous qui vivez à Tokyo et on peut vivre à Tokyo pratiquement en milieu fermé. On peut passer. J'ai eu un choc hier. Je racontais ça venant de. En France, j'habite sur une partie du temps dans une île sur la côte atlantique, donc qui est vraiment un paysage très naturel. Donc passant de là et me retrouvant dans les sous-sols de la gare d'Ikebukuro hier, j'ai vraiment eu un choc. Vraiment, on peut vivre dans un monde purement humain, sans penser que la nature à côté est encore là, mais malheureusement est en train de périr à cause de nous. Même avec ou grâce à de nouvelles avancées numériques telles que ChatGPT, il sera de plus en plus difficile de sortir des sentiers battus. Chaque phrase que je pourrais écrire semble déjà anticipée par l'IA. Ça, pas tout. Je ne veux pas vous dire que j'ai écrit mon discours avec ChatGPT, ce qui n'est pas le cas, mais j'aurais pu, et ça aurait peut-être été mieux. Comment résister à une telle tentation ? Je vois ça déjà avec mes étudiants. Comment résister à la tentation d'écrire un papier en se basant en posant une question à ChatGPT ? Donc, l'idéologie naturaliste est, qu'on le veuille ou non, à l'ordre du jour. Le néo-bouddhisme a cédé à son chant des sirènes, à sa tentation, mais le bouddhisme traditionnel
si l'on veut bien le laisser s'exprimer sans le réduire à une petite partie de lui-même, comme dans le néo-bouddhisme, ce bouddhisme traditionnel nous donne justement les moyens de résister à cette vague idéologique qui nous pousse vers le transhumanisme et l'abandon des valeurs humaines qui ont fait, pour le meilleur et pour le pire, notre civilisation moderne. Face à la montée des menaces et à la tentation de céder au nihilisme, la question la plus importante est sans doute celle de la vérité, du sens et des valeurs. Un bouddhisme naturalisé peut-il encore apporter une réponse à cette question ? L'ontologie naturaliste de la pensée occidentale n'y répondra pas, puisque c'est elle qui a contribué à vider le monde de son sens et de sa conscience. Il n'est peut-être plus possible de remonter en amont du clivage épistémologique entre sujet et objet ou entre nature et culture, tel que le déplorent des penseurs comme Bruno Latour et Philippe Descola. Il faut au moins s'opposer à la naturalisation pure et simple promue par les neurosciences et le cognitivisme et réaffirmer la primauté de la conscience ou de l'esprit sur le cerveau. Et je vous remercie de votre patience.